Donc, est-ce que vous m'entendez toujours à l'écran? Oui, on t'entend bien, Bon. Lisa. Bon, donc, on va passer à Analou, puisqu'il y a un petit problème technique là, avec la présentation de livre. Alors, Analou, qui est en fait doctorante ici à l'UQAM. Donc, elle est doctorante en muséologie, médiation, patrimoine sous la direction d'Yves Bergeron. Elle est détentrice d'un baccalauréat en médiation culturelle de l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et d'une maîtrise en muséologie de l'UQAM. Ses recherches se concentrent sur les nouvelles muséologies, les tendances en muséologie, ainsi que les dynamiques professionnelles au sein des institutions muséales. Elle va nous présenter quelle legs pour les expositions de Frédéric Bach. Est-ce que c'est bon, vous voyez en ligne? Tout est correct? Oui. Oui? Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents pour cette conférence. Aujourd'hui, moi, je vais m'intéresser aux expositions sur Frédéric Bach. Alors, j'aimerais juste refaire un petit topo de comment est-ce que je suis arrivée à cette réflexion de vous proposer une conférence sur les expositions de Frédéric Bach, sachant que, à la base, moi, je fais un doctorat qui s'intéresse au rôle social du musée. On va voir que Frédéric Bach, thématique de Frédéric Bach, n'est pas si éloignée de ça, n'est pas si éloignée du rôle social du musée que ça, mais voilà, donc pour tout vous dire, moi j'ai aussi une double casquette. Je suis coordinatrice de l'Institut du patrimoine. Donc avec Maryse et Yves, on travaille depuis plusieurs mois sur ce cycle de conférences. Justement, avec Maryse, on avait consulté pas mal de documentation en amont et je suis tombée sur un guide d'exposition qui, ma foi, m'a un petit peu étonnée parce qu'il s'agit d'un guide d'exposition sur une exposition de Frédéric Bach au Japon. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait? Quel est le lien? Puis en lisant ce guide, il se trouve qu'il y a plusieurs réalisateurs d'animation au Japon qui ont été grandement inspirés par Frédéric Bach. Et le fait est que personnellement, ce sont des réalisateurs d'animation que je suis depuis toute petite. Et je me suis dit, ah, bah, ça pourrait être intéressant de faire le lien. Je connaissais déjà pas mal leur filmographie. Donc, je ne vous révèle pas tout de suite de qui il s'agit, mais peut-être si vous avez une connaissance en animation japonaise, vous savez de qui il s'agit. Donc, la présentation que je vous propose va s'articuler en trois parties. Donc, premièrement, l'étonnement au Japon, puis finalement le leng, que je dirais qui est en fait thématique et esthétique en lien en fait avec ces films d'animation, mais aussi un lien en gouvernance muséale. Donc voilà, là il s'agit du fameux guide du visiteur de l'exposition au Japon. L'exposition se nommait L'homme qui plantait des arbres. En fait, il s'agit d'une exposition itinérante à Tokyo, voilà, à Sapporo et à Hiroshima. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est de savoir qu'il n'y a jamais eu une telle rétrospective qui n'a été faite au Québec. Il y en a une qui a été faite quelques années auparavant au Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais il n'y a jamais eu d'exposition itinérante au Japon, alors qu'il s'agit tout de même d'un réalisateur français ayant immigré au Québec. Mais tout de même, on voit que ça a une véritable ampleur. Au départ, je me disais, ah, peut-être qu'il y a une question peut-être d'exotisation de la francophonie au Japon, mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Donc, l'exposition était organisée par le Musée d'art contemporain de Tokyo, les studios Ghibli, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, en partenariat avec Radio-Canada et la Cinémathèque québécoise. Donc, dans ce guide, en introduction, on retrouve un mot du commissaire qui est en fait euh, un, un employé régisseur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais également des mots de Isao Takada et de Hayao Miyazaki. Donc, si vous ne les connaissez pas, il s'agit en fait des fondateurs du fameux studio Ghibli qui, depuis les années 80, a produit, je dirais, plus d'une trentaine de films d'animation et ont eu un retentissement énorme au niveau mondial. Donc, Isao Takada, notamment, a produit Le Tombeau des Lucioles, Pompoko, Hayao Miyazaki, Mon voisin Totoro, un grand classique, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Le château dans le ciel. Donc, je vais revenir sur ces films un petit peu plus tard par la suite dans ma présentation. Donc, simplement pour vous juste montrer quand même l'impact que ça a, je vous ai mis ici le box-office au Japon et en France. Je ne vais pas les donner pour le Canada, mais quand même, on compte plusieurs milliers, voire millions d'entrées dépendamment des films. Puis, Le Voyage de Chihiro a gagné également un Oscar. Hayao Miyazaki en a reçu un
euh, en 2001. Donc, l'étonnement au Japon. Euh, j'ai trouvé une vidéo d'une rencontre entre Frédéric Bach et Isao Takahata quand Isao Takahata a fait un tour mondial euh, de, euh, de certains endroits qui l'ont inspiré. Donc, ils allaient aux États-Unis, il est venu au Canada, il est également allé sur la trace de Saint-Exupéry. Donc, j'ai cette petite vidéo. Est-ce que vous arrivez en ligne aussi? Est-ce que vous voyez? J'imagine que oui. Ok. Alors, excusez-moi. On est, Mais il faut que je vous montre cette rencontre. on est toujours sur la diapositive l'étonnement au Japon. Ah, mince. Ok, je savais que mon affaire, ça allait être compliqué. Euh, alors, le zoom. Ok. euh, Ah, c'est là. Arrêter le partage. Et là, si je fais un autre partage d'écran. euh, Ok. Ouais, c'est bon. Là, j'imagine que vous voyez. Ouais, on Merci. voit la page YouTube. Ok, bon, je ne vais pas vous montrer du coup tous les extraits dont il est question, mais voilà. Alors, c'est quand même une archive de Ghibli Vietnam en japonais, sous-titré en anglais. On le voit arriver chez Frédéric Bach. Ouais. 高畑さんは先住民族の暮らしに関心を持っているバックさんのために、日本のアイヌの衣装をお土産に用意しました。女性の初巻きなんですね。 Voilà, j'arrête ici, mais vous voyez quand même la relation de proximité que les deux hommes ont et qui s'est poursuivie pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Donc, dans ce guide, justement, Isao Takahata et Hayao Miyazaki euh, définissent Frédéric Bach en disant je révère Bach comme un de mes maîtres, ou encore je dirais que nous avons de la chance d'avoir de tels hommes parmi nous. Ils expliquent qu'il a été une véritable inspiration. Donc, en faisant des recherches, je me suis posé la question comment est-ce qu'ils ont pu s'en inspirer? Et on voit qu'il y a des thématiques qui sont vraiment similaires. Donc, notamment avec l'homme qui plantait des arbres, dans Mon voisin Totoro, ce petit troll qui est le gros personnage au milieu plante également des arbres. Et j'avais des extraits vidéo, mais je pense que là, ça risque d'être peut-être trop compliqué de vous les montrer. Mais en fait, dans l'image, vous voyez en dessous, ils font pousser des arbres pour en faire un immense chêne avec une racine et vraiment un feuillage magnifique. Également, plus récemment, chez Hayao Miyazaki, j'ai l'impression que dans Le Gaston et le Héron, c'est le dernier film qui est sorti. On voit aussi également une esthétique dans ce personnage qui se rapproche. Donc, ça reste une hypothèse, mais vu quand même les paroles que peut avoir Hayao Miyazaki en ce qui concerne Frédéric Bach et ce film, je pense que le lien peut être fait. Et également dans Pomme Poco, euh, euh, qui a été réalisé par Isao Takahata, où il s'agit de cette petite tribu de ratons laveurs qui sont en fait des rongeurs qui, voyant leur montagne être construite par les humains, se rebellent et font de mauvais coups aux humains pour stopper toute cette construction. Également, dans le fleuve, aux grandes eaux, il y a une sensibilité chez les réalisateurs japonais pour justement tout ce qui est aspect maritime et fluvial. Dans le voyage de Chihiro, il y a un esprit du fleuve qui arrive extrêmement sale. On lui sort mille et un détritus et déchets jusqu'à ce qu'il soit propre et qu'il puisse sortir des bains. Encore plus étonnant, un petit clin d'œil, Hayao Miyazaki, qu'on voit sur cette découpe de journal,
qui est la personne avec des cheveux blancs, en fait, participe chaque année à l'assainissement d'une des rivières. Malheureusement, c'est dans mes notes et je ne me souviens plus du nom. Mais en parallèle, on a également Frédéric Bach qui a créé, enfin, du moins, co-créé l'association Au Secours. Donc, euh, même si peut-être mes rapprochements esthétiques sont éloignés, en tout cas, ils ont quand même une connivence en termes de sensibilité pour la nature. Également, on sort d'un aspect nature, mais pour aller plus sur la thématique de la guerre, Frédéric Bach a vécu la guerre lorsqu'il était en France. Isao Takahata, également de la génération des personnes qui ont vécu la bombe atomique. Dans ce guide, il explique que le fait que justement ils aient chacun vécu c'est la Seconde Guerre mondiale les a rapprochés sur un plan esthétique et Le Tombeau des Lucioles, en fait, est un film tout autour de la bombe atomique avec des images qui, moi, je me souviens, je l'avais vu quand j'avais une dizaine d'années, m'ont vraiment beaucoup choquée. Donc, je pense qu'il y a mille et une thématiques qui les rapprochent. Également, la thématique du folklore. Hayao Miyazaki part des créatures magiques. Donc là, on voit l'esprit de la forêt dans Princesse Mononoke, les petites noiraudes qui sont en fait des boules de suie dans Le Voyage de Chihiro ou dans Le Château ambulant, le navet épouvantail ou encore les mages noirs également. Tout ça fait appel au folklore japonais et il explique être très fortement inspiré notamment par Crac qui, d'une autre manière, fait appel au folklore québécois. Voilà ce qui est dit dans le guide, d'exposition. Alors, la dernière partie va s'attacher plus à la gouvernance muséale, parce que je me suis rendu compte que les expositions de Frédéric Bach ont eu un véritable impact sur la gestion muséale, notamment la première exposition qui a été faite en 2009 au Musée des Beaux-Arts de Montréal, où il était question d'avoir une exposition sur la peinture canadienne qui dépeignait des grands paysages, puis en parallèle, une exposition de Frédéric Bach qui s'appelait Nature témoin, avec l'aurore boréale, qui a été une œuvre créée in situ, spécifiquement pour cette exposition. Donc voilà, j'ai retrouvé des coupes de presse où notamment Nathalie Bandil explique qu'il est toujours important de se rattacher aux prises de conscience actuelles en ce qui concerne l'écologie. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a véritablement en fait une prise de conscience à l'intérieur de l'institution muséale en termes de politique interne? Et en 2009, dans le bilan annuel, il est en effet question de créer un comité vert au sein du musée. J'ai été en contact avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour savoir qu'est-ce qu'il est advenu de ce comité vert, parce que les bilans annuels qu'on retrouve sont ceux des 3 dernières années, donc il faut les demander si on a besoin d'avoir ceux qui sont les précédents. On m'a dit en fait, il a rapidement plus existé, mais récemment, il y a un autre comité vert qui a été mis en place, il a été réanimé. Donc, avant que Nathalie Bondil ne parte, justement, en 2019, l'OCDE et l'ICOM avaient félicité le musée pour ses bonnes pratiques. Après le départ de Nathalie Bondil, le directeur avait justement réaffirmé que le musée était engagé dans le développement durable dans le bilan annuel 2021-2022. Et un plan de développement durable 2024-2025 a été mis en place et il est disponible sur le site du musée. J'avoue ne pas connaître quelles sont actuellement les actions que pose le musée des Beaux-Arts de Montréal, mais en tout cas, il y a une véritable intention de mettre de l'avant l'intérêt pour le développement durable. Alors, j'ai cherché pour le Japon. Est-ce que de leur côté, ils ont mis en place ou non des politiques de développement durable? Ça a été très compliqué. Le musée d'art contemporain de Tokyo, il faut aller sur la version japonaise pour avoir accès au bilan annuel. Et je pense que ma technique de traduire développement durable du français au japonais a vraiment été très infructueuse. Donc, je n'ai pas réussi à trouver la réponse. Donc, pour le musée d'art contemporain, on ne sait pas. Mais par contre, pour le musée Ghibli, il y a sur même la version anglaise du site un texte de Hayao Miyazaki, qui est également directeur exécutif du musée. Un texte où il explique que pour lui, il est important que le musée s'ancre dans la nature
et qui fasse attention aussi à son environnement. Justement, ça, c'est la façade du musée qui est entièrement végétalisée. Et au-dessus, une sculpture qui rappelle un de ces personnages dans tes films d'animation, où il explique que ça permet de recréer une sorte de micro-environnement au-dessus. J'ai également vu que le parc d'attractions des musées Ghibli, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre les deux. Au Japon, il y a le musée où il y a des archives et il y a également un sorte de parc d'attractions où là, on peut revivre l'expérience des personnages. Il a réouvert récemment et justement, il a mis en place une politique verte à l'intérieur de ce parc. Mais sachant qu'il n'a pas contribué à l'exposition, je n'ai pas mentionné, je n'ai pas fait une diapositive destinée à ça. Donc voilà, on se rend compte que Frédéric Bach a à la fois un legs esthétique, il y a des thématiques qui se recoupent, je dirais, outre-Pacifique, et également une véritable implication en termes de gouvernance dans nos musées au Québec. Donc voilà, ben, je vous remercie pour votre écoute, et voici les références si jamais ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Annalou. Alors, je vais changer de place un petit peu. Alors, on a un petit problème technique avec la présentation de Yves. On va passer tout de suite à... Le fichier semble ne plus s'ouvrir. Alors, on va passer tout de suite à à la présentation de Maryse, donc, qui nous présentera les trousses d'activités pédagogiques du musée virtuel Frédéric Bach. Alors, Maryse Paquin détient un doctorat en éducation de l'UQTR 1994 et une maîtrise en muséologie de l'UQAM. Elle a également réalisé ses études postdoctorales en psychopédagogie. Elle est professeure titulaire au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR, où elle enseigne l'interprétation et la médiation culturelle. Donc, elle est à l'UQTR depuis 2007. Son champ d'enseignement est celui de la formation des futurs agents de développement et de médiateurs culturels. Elle est aussi cofondatrice et directrice du comité scientifique du Réseau du patrimoine de l'Université du Québec, donc le RÉPUC. Elle est également membre de l'Institut du patrimoine de l'UQAM. Alors, Maryse, je te cède la parole. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Lisa. Alors, je vais procéder au partage de mon écran immédiatement. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Je vais mettre en format diaporama, Capable de voir ça. que tout le monde voit bien. Donc, merci beaucoup. Donc, je passe à la première diapo. Moi, je me suis intéressée évidemment aux trousses d'activités pédagogiques du musée virtuel Frédéric Bach, puisque, en fait, j'ai enseigné la didactique de l'histoire et de l'univers social pendant 13 ans, lorsque j'étais à l'Université d'Ottawa. Donc, en avril 2007, bien, Frédéric Bach lance un site web qu'il nomme Agir ensemble ou Caring Together. Alors, on voit en bas de l'écran, à droite, la série de partenaires, là, bailleurs de fonds, là, qui subventionnent le site web. Alors, malheureusement, le site n'est plus indexé depuis le décès de l'artiste. Le décès est survenu le 24 décembre 2014. Mais c'est toujours possible de le consulter parce qu'il est archivé. Donc, on a encore accès au menu, mais pas à son contenu. Donc, les activités éducatives qu'on y trouvait, bien, elles étaient premièrement réparties dans l'onglet activités éducatives, mais le site contenait 8 onglets où on présentait son autobiographie, des illustrations produites pour la télévision, sa filmographie d'animation, un musée virtuel qui rassemblait plus de 5000 de ses œuvres qui étaient numérisées. Ensuite, les causes qu'il soutenait comme artiste engagé, ses voyages en images avec Culture du Monde, une boutique en ligne pour la revente de produits dérivés, pour faire vivre le site web, et le coin des jeunes avec ses différentes activités éducatives offertes gratuitement aux enseignants, mais aussi à d'autres milieux, là, municipal, communautaire, familial. Donc, si on explore plus particulièrement le coin des jeunes, ben, on trouve notamment qu'il comprenait une activité qui s'appelait Explorons la vie avec Frédéric Bach. Alors, cette activité éducative consistait à mieux connaître l'artiste en 7 épisodes. Et puis, à l'aide de séquences d'animation, ben, c'était son petit chien Mali qui racontait la vie de son maître en empruntant la voix de la comédienne Laurence Lebrun.
Alors, le Ah, coin des jeunes comprenait également des activités éducatives sur le thème du transport d'hier à aujourd'hui et aussi sur les Autochtones. On trouvait également une galerie d'art qui présentait les gagnants d'un concours de dessin. Ça s'intitulait Affiche ton engagement et un prix en argent de 1 500 $ a été quand même remis là, à des gagnants. Enfin, le coin des jeunes contenait 9 trousses d'activités qu'on disait pédagogiques. Alors, ces trousses, elles étaient créées par des enseignants et des consultants en éducation. Elles ont été lancées entre mai 2007 et septembre 2009. Alors, ces trousses étaient sous la coordination de la fille de Frédéric Bach, Suzelle. Et puis, en vue de les rendre bilingues, bien, Suzelle Bach a fait appel à Micheline Fortin de Radio-Canada, qui a décroché une commandite du Mouvement des Jardins au montant de 30 000 $. Et ça a permis de les traduire du français vers l'anglais. Alors, dans un communiqué de presse daté du 7 novembre 2007, on peut lire que les trousses d'activités pédagogiques gratuites et bilingues avaient pour but d'éveiller les enfants de 5 à 15 ans, leurs enseignants, leurs parents, et divers d'autres milieux, au rôle actif qu'ils ont à jouer en tant que citoyens d'aujourd'hui et de demain par le biais d'activités créatives. Alors, le thème de l'engagement citoyen, bien sûr, était très cher aux yeux de Frédéric Bach. Mais le coin des jeunes, il faut bien le dire, là, c'était aussi dans le but de rendre hommage à sa conjointe, Guylaine Paquin-Bach, qui était elle-même une ancienne enseignante dans son village natal du Berdo, situé dans les Laurentides. Donc, les trousses visaient surtout à répondre aux souhaits de Frédéric Bach, c'est-à-dire de rendre accessible l'ensemble de son œuvre et surtout qu'elle soit utile. Donc, en rafale, je vous présente les 9 trousses pédagogiques. Alors, la première, Tourien, s'adressait aux 6 à 12 ans. Idem pour la trousse Crac. Et aussi pour la troisième trousse qui porte sur le fleuve aux grandes eaux, son dernier film d'animation. Euh, la quatrième trousse, Illusion, ben, elle s'adresse aux 6 à 15 ans, alors ce qui constitue tout un défi parce que il y a quand même un écart d'âge là, assez important. Quant à la cinquième trousse, Bonheur naturel, elle s'adresse aux 9 à 13 ans et elle porte également sur le film Illusion. La trousse numéro 6, bien d'arbre en arbre, vise les 8 à 10 ans et porte sur l'homme qui plantait des arbres, le film oscarisé notamment. La septième trousse, d'hier à aujourd'hui, le fleuve aux grandes eaux, bien, c'est la première trousse qui s'adresse aux 5 à 7 ans, soit au niveau préscolaire et à la première année du primaire. La huitième trousse, Regard sur la nature, s'adresse aux 10 à 14 ans et combine les 2 films d'animation, L'homme qui plantait des arbres et Le fleuve aux grandes eaux. Enfin, la neuvième trousse vise les 6 à 12 ans et porte sur l'homme qui plantait des arbres. Bref, une trousse porte sur le film Crac, le film oscarisé, donc en 1981. 2 trousses portent sur le film Illusion, qui était un des films chouchous tout de même de Frédéric Bach. Et 3 portent sur Le fleuve aux grandes eaux, finalement 3 également sur L'homme qui plantait des arbres. Donc, ça ne recoupe pas l'ensemble de la filmographie de l'artiste. Dans le cadre de la série de rencontres thématiques, eh bien moi, j'ai soumis à l'analyse de contenu les 9 trousses d'activités que l'on retrouvait sur le musée virtuel Frédéric Bach. Donc, avant de présenter les résultats de mon analyse, je vous présente la définition de ce qu'est une activité pédagogique. Alors, selon le dictionnaire actuel d'éducation, une activité pédagogique, ça se déroule généralement dans le cadre scolaire et ça vise à atteindre des objectifs pédagogiques, des compétences
qui sont prescrits dans les programmes d'études, que ce soit arts, sciences, univers social, etc. Et ils doivent s'adapter à chacun des cycles du primaire et du secondaire. Au préscolaire, c'est beaucoup plus ouvert, c'est axé sur le jeu, le développement social de l'enfant. Donc, on ne retrouve pas de telles prescriptions là, comme au primaire et au secondaire. Mais fait très important pour déterminer qu'une activité pédagogique, elle doit comprendre 3 étapes. La préparation, la réalisation de l'activité et un prolongement. Chacune de ces étapes possède une fonction très spécifique. Donc, je fais un rappel. La préparation, ben, c'est ce qui sert de déclencheur. C'est ça qui permet d'introduire les élèves à une séquence d'enseignement, apprentissage, évaluation. Pour les fins de la présentation aujourd'hui, j'ai appelé ça la SEAE, qui se déroule lors de la réalisation. Donc, plus la préparation déclenche le désir d'en apprendre sur un thème chez les élèves, ben, plus ils vont s'investir ensuite dans la réalisation. Alors, je vous donne un exemple. Au moment où j'enseignais la didactique de l'histoire sur les droits humains, par exemple, bien, mon activité de préparation, je confisquais la bouteille d'eau des élèves. Donc, sans aucune raison, je leur confisquais et ils vivaient une situation très frustrante liée justement au fait de les priver d'un droit de détenir cette bouteille d'eau. Et c'est comme ça que ils voulaient en savoir plus, bien, quels sont les autres droits dont on a privé certains individus dans certains pays, et ça continuait comme ça. Donc, les activités de réalisation maintenant, bien, c'est le contenu d'une SAEE, pardon, une SEAE, et c'est basé sur des objectifs de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, voire de savoir-agir, qui est la définition d'une compétence. En fait, c'est vraiment au cours de l'étape de la réalisation là, que les élèves acquièrent des connaissances, des habiletés, des attitudes, des valeurs, parce que c'est ça qui constitue le cœur de l'activité pédagogique. Le prolongement, maintenant, ben, c'est l'étape d'intégration. On l'appelle aussi, en langage éducationnel, l'objectivation. Alors, ça constitue l'intégration des savoirs, mais aussi la période où on amène les élèves à diffuser ce qu'ils ont appris. Donc, ils font de la diffusion des connaissances. Ce qui est très important, là, c'est qu'il ne faut pas confondre le prolongement avec des activités de réinvestissement qui, elles, ont pour but de préparer l'élève à une nouvelle SAEA. En résumé, là, c'est la présence puis la nature du contenu des activités qui sont présentées aux élèves au cours de ces 3 étapes qui en déterminent le caractère pédagogique. Voilà, donc je vous présente la méthodologie que j'ai utilisée pour l'analyse de contenu des trousses d'activités. Bien, premièrement, j'ai dû rassembler l'information disponible parce qu'elle était un peu éparpillée, puis comme je vous dis, pas très accessible étant donné l'archivage du site web. Deuxièmement, j'ai dû procéder au dépouillement du contenu des trousses, c'est-à-dire à procéder donc au recueil de 300 pages à peu près, puis en réduire les données à peu près à 10 pages. Et donc, ça comportait l'activité préalable là, de comprendre la méthode utilisée par chacun des concepteurs. C'était des concepteurs différents pour chacune des trousses. Puis, ça m'a permis d'élaborer une liste de descripteurs parce qu'on utilisait beaucoup de termes synonymes, mais qui ne signifiaient pas nécessairement les mêmes choses. Donc, avec un descripteur, ça permettait d'avoir un langage commun. Ensuite, j'ai élaboré des catégories, j'ai codifié le contenu de l'analyse de contenu et j'ai présenté le résultat premièrement de l'analyse trousse par trousse, mais je vous en fais grâce, je publierai les résultats trousse par trousse. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt la synthèse sous forme de tableaux qui rassemble l'ensemble des informations que j'ai analysées. Donc, par exemple, je vais vous présenter 2 trousses qui semblent éloignées l'une de l'autre,
vous reconnaissez les couleurs du code de la route. Quand c'est vert, ça avance, ça va bien, c'est parfait. Quand c'est jaune, il y a un feu jaune, là, faut faire attention, faut ralentir. Et quand il y a un feu rouge, ben, il faut vraiment stopper, là, puis s'interroger. Donc, c'est le cas. J'ai finalement des trousses là qui ont les couleurs verte, jaune et rouge. Et dans le cas des rouges, ben, il y a rouge foncé puis il y a rouge pâle là, pour indiquer que dans le rouge foncé, il y a davantage de d'éléments d'ajustement à apporter pour que elle passe d'une trousse éducative à réellement une trousse pédagogique. Par exemple, Bonheur naturel ne s'adresse pas distinctement au milieu scolaire parce qu'elle est offerte en milieu municipal, communautaire, familial, etc. Il y a un adage qui dit que qui trop embrasse mal étreint, là, ben c'est le cas parce que le fait qu'elle a plusieurs publics comme ça, ben ça a pour conséquence divers problèmes d'ordre pédagogique pour le milieu scolaire. Par exemple, chaque activité comporte un fil directeur en elle-même, mais elles ne sont pas en lien les unes avec les autres. C'est comme si c'était 5 activités distinctes, qu'il n'y a pas de lien entre une et l'autre. En plus, à 3 reprises, on demande le visionnement du film Illusion, ce qui crée une certaine redondance. Alors, toutes les étapes, préparation, réalisation, prolongement, sont présentes, mais elles sont quasi identiques d'une à l'autre. On demande un visionnement, ensuite on passe à une activité de création et ensuite de diffusion. Il n'y a pas beaucoup de variations dans les stratégies pédagogiques. Les compétences sont pas identifiées, si bien que, en fin de compte, les enseignants auraient bien du mal à les enseigner, à les évaluer également. Bref, cette trousse, elle n'est pas pédagogique au sens de la définition que je vous ai présentée tout à l'heure de Legendre 2005, mais plutôt ludique. Le but premier, d'ailleurs, avoué par la conceptrice en page 1, c'est celle d'amuser les enfants. Donc, on devrait l'appeler trousse d'activité ludique. Par contre, la trousse, la dernière que l'on voit au bas, celle de l'homme qui plantait des arbres, la dernière qui a été conçue, elle, là, c'est feu vert partout. Elle est vraiment extraordinaire. Elle comporte beaucoup de liens entre les activités. On voit qu'un fil directeur. En fait, celle-ci, là, elle est vraiment pédagogique, tout comme pas l'avant-dernière, mais avant l'avant-dernière, là. Et donc, en fait, la numéro 7, là, la 7e trousse d'hier à aujourd'hui également, là, est très pédagogique. Donc, ça fait que, en conclusion, lorsque les trousses sont spécifiquement destinées aux écoles, ben, c'est plus facile de les adapter à d'autres milieux. Alors, l'inverse n'est pas nécessairement vrai, parce que à ce moment-là, il y a beaucoup d'ajustements qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs. Et ça, c'est ça qui détermine que finalement, il y a une grande distinction entre l'enseignant et les intervenants des milieux culturels ou communautaires, parce que l'enseignant, lui, c'est un passeur culturel, alors que les autres intervenants peuvent être des médiateurs culturels. Donc ça, c'est vraiment une différence majeure dans la terminologie de activité pédagogique versus activité éducative et ou ludique. Je veux en terminant faire quelques remerciements. Bien, premièrement, pour m'avoir permis l'accès au contenu des trousses, j'aimerais remercier la fiducie Frédéric Bach, puis ses bénéficiaires, Christian Bach, Sylvie Despatie et leurs enfants, Raphaël Bach et Félix Bach. J'aimerais aussi remercier Micheline Fortin de Radio-Canada parce qu'elle m'a expliqué le contexte de l'offre et de la création des trousses d'activités. Voilà. Ensuite, en terminant, bien, j'ai une pensée spéciale en ce centenaire de naissance de Frédéric Bach, qui est né en 1924. Alors, je conclue en disant qu'il serait vraiment avantageux de mettre à jour les trousses d'activités pour qu'elles deviennent pédagogiques réellement
et de les offrir à nouveau de manière gratuite et bilingue parce que je pense qu'elles étaient accessibles et utiles selon le souhait de l'artiste. Surtout, elles nous ont fait prendre conscience que rien ne saurait remplacer la vie qui nous entoure si elle venait à disparaître, une pensée de Frédéric Bach. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais arrêter le partage d'écran ici. Merci, Maryse. Alors, on ne pourra pas avoir la présentation de Yves, peut-être probablement qu'on va la reporter dans les prochaines séances. Donc, j'ouvrirai la période de questions.